justement à ces numéros d'ici direct. C'est l'heure justement de décrypter les questions importantes qui sont liées à la nation. Aujourd'hui, nous parlerons de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec la montée en puissance de ces dernières semaines, justement en attaquant les positions de rebelles sur tous les fronts. C'est la montée en puissance, bien sûr, des FARDC, où les attaques des drones de l'armée régulière ont donc coûté la vie à plusieurs officiers de l'AFCM 23, dont le porte-parole du mouvement Willy Ngoma. Que signifie cette mort, justement, sur le plan stratégique, l'affaiblissement du mouvement? Ce sera donc la grande question. Et surtout, quelle suite à donner aux différents processus avec ces dénouements sur les terrains, processus de Washington, Doha, est impossible. Le dialogue inter-congolais qui est donc demandé. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, nous allons parler de la relation qui est entre les évêques de la Senko, mais également les pouvoirs de Kinshasa. Pourquoi céder s'écharpe-t-il? Ce sera également la grande question à suivre. Et pour en parler, je reçois directement M. Yannick Koumimba, maître Yannick Koumimba, qui est donc analyste politique. Bonjour et bon retour dans Ici Direct. Merci pour l'invitation. Monsieur Muganza Mwanga Bebeto, qui est donc cadre de l'IDPS. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes et merci de nous avoir considérés à nous inviter à cette belle émission de la soirée. Allez, monsieur Mbouima Kolo Patrick, qui est donc visionnaire de l'ONG Cri d'alarme Sauvons les Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est la génération Cri d'alarme Sauvons les Congo, GCA ONG. Bonjour, chers compatriotes, chers co-débatteurs. Bonjour, cher peuple congolais. Voilà, nous sommes là pour les débats tout à fait démocratiques. Merci. Et nous espérons que la lumière va jaillir à travers cette émission. Allez, on va carrément lier les deux thématiques puisque c'est vrai, elles sont quasi les mêmes puisqu'on parle de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Allez, monter en puissance de FARDC en attaquant surtout les fronts, les rebelles de l'AFC M23. Les attaques des drones qui sont encore d'actualité, qui ont coûté donc la vie à plusieurs officiers du mouvement rebelle, dont le porte-parole Willy Ngoma. Qu'est-ce que signifie cette mort-là sur le plan stratégique? Est-ce l'affaiblissement des mouvements? Et si c'est le cas, quelle suite donner donc aux différents processus qui sont déjà concluants, mais également d'autres en cours comme Washington ou Doha, et un possible dialogue intercongolais qui est demandé par une certaine opinion congolaise. Je commence avec vous, M. Muganza Mwanga Bebeto. Vous avez suivi les dénouements, la mort de Willy Ngoma et surtout l'affaiblissement du mouvement rebelle avec la montée en puissance de FARDC. Est-ce que c'est un dénouement qui était prévisible? Vous vous attendiez à ce que les FARDC renversent la situation sur le terrain de cette façon-là? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La montée à puissance des FARDC est évidente. Parce que je vous avais toujours dit aux émissions précédentes, la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo fut une guerre politisée. Il n'y avait pas la guerre. Toutes les villes qui étaient occupées par les rebelles M23, il n'y avait pas une confrontation entre notre armée ainsi que les rebelles. La guerre était politisée, l'armée était infiltrée, les généraux étaient corrompus, ils libéraient ces villes librement et l'ennemi occupe la ville, sans aucun affrontement. C'est pour cela que je vous avais toujours dit, le chef de l'État a compris le système, comment est-ce que notre armée fut infiltrée jusqu'à la moelle épinière, je peux le dire. Après avoir compris ce qui s'était passé, on avait vu les changements des généraux, les remaniements à l'armée congolaise. Et après ce remaniement-là, les M23 étaient affaiblis. Parce que selon leur plan, ils disaient que au mois de mars de l'année antérieure, ils doivent occuper la ville de Kinshasa. Mais c'était contraire par rapport à leur vision. On avait compris le système que, en tout cas, il faut remanier l'armée.
Et depuis qu'on avait remanié les officiers, on avait fait des permutations et arrêté d'autres, l'M23 était affaibli parce que la guerre était financée d'une manière extraordinaire. Les M23 n'ont pas la capacité de faire la guerre avec l'armée congolaise, logiquement parlant. Ben, ils sont soutenus par le Rwanda. Ils sont soutenus par les Rwandais. Même si on déclare la guerre aujourd'hui contre les Rwandais, les Rwandais ne peuvent pas faire face avec la République démocratique du Congo. Malheur en est que nos officiers, les généraux, les colonels et tous ceux que je ne peux pas citer ici, filles infiltrées, ils étaient corrompus. C'est pourquoi vous avez vu des semaines, on a pris la ville de Goma. Après quelques jours, la ville de Bukavu. Après quelques jours, quelques mois, ouvrir mer. Nous nous demandons pourquoi, comment cela peut arriver. Mais c'était évident que notre armée fut infiltrée. Monsieur Mouimakolo, c'est votre lecture. Est-ce que ce sont les changements à la tête de l'armée qui ont facilité cette montée en puissance ou c'est peut-être également les alentours, la diplomatie? On sait que Félix Tshisekedi aujourd'hui, il n'est pas les chouchous des Américains, mais il est quand même beaucoup plus apprécié à Washington, notamment par Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas ces soubresauts-là qui affaiblissent maintenant l'AFC en interne? Merci beaucoup. Je sais que mon co-débatteur et vous-même, vous l'avez complété en donnant les éléments très importants qui justifient la montée en puissance de FARDC. Mais il faut dire que le chef de l'État avait commencé par les task force et aussi au niveau de la présidence et aussi il a aussi mis sur terrain plusieurs stratégies, c'est-à-dire il y a eu l'armée numérique, il y a eu le front médiatique, le front diplomatique, il y a eu vraiment à tout azimut, le chef de l'État a fait ce qu'on appelle la division du travail parce que le travail était alléchant, le travail était grand et il n'y avait pas moyen d'y aller avec un seul front. Ouais. Donc c'est pour cela qu'il a fait la division du travail et ça a vraiment bien donné. C'était un plan d'un véritable manager averti, éclairé. Donc cela a payé cash parce que je vous assure sur le plan diplomatique, sur le plan médiatique, cela a répondu. Et aussi sur le plan de la stratégie, les renseignements avec tous les changements, comme il a dit, même au niveau des services de l'intelligence, cela a produit des fruits avec tous ces changements qu'on a opérés et aussi les brebis galeuses qu'on a pu débusquer, qu'on a enlevées. Donc, je vous assure que c'est le fruit que nous avons ici. C'est un fruit d'un travail harassant et agaçant que le chef de l'État a vraiment démontré à partir de plusieurs voyages qui étaient condamnés par les uns et les autres. Ces voyages-là n'étaient pas les villégiatures, comme il le disait. Ces voyages-là, c'était un travail agaçant et harassant, un travail qui produit aujourd'hui des fruits. Et ces fruits maintenant sont appréciés par même tous ceux-là qui condamnaient et qui n'avaient pas de l'espoir que quelque chose pouvait provenir de l'armée congolaise. Ouais. On commençait à trouver l'armée congolaise comme une armée de pacotille. Pourtant, c'est le contraire. C'est l'armée rwandaise et les groupes rebelles qui constituent l'armée des pacotilles. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, comme l'armée congolaise était surprise, il fallait prendre le temps de réorganiser l'armée, de faire un coup de balai, essayer de réorganiser les choses. Et voilà maintenant, avec les relations qu'on a avec la diplomatie qui a payé tout ça, merci. Nous avons accédé même à des moyens, ce qu'on appelle les logistiques. Ouais, la logistique que nous avons aujourd'hui répond en quantité et en qualité suffisante. Et cela, on est capable d'aller même jusqu'au Rwanda. Au moment où je vous parle, on est capable d'aller même jusqu'au Rwanda. Ouais. Et si cela peut être vraiment autorisé. Alors, M. Yannick, avec vous, la mort de Willy Ngoma, est-ce que c'est un vrai poignard qu'on donne dans le dos de l'AFC M23? M. Makolo a bien fait de les rappeler, puisque ce sont des attaques des drones. Hein. On peut les piloter n'importe où, sur les terrains. Il n'y a pas encore des fortes intensités. Est-ce que c'est un coup qui affaiblit l'AFC M23 aujourd'hui?
la mort des... L'affaiblissement Oui. de l'FCM23 Ouais. suite à la mort de Ouais. son porte-parole. Ouais. La République démocratique du Congo retiendra tout simplement qu'elle a maintenant un rebelle de moi. Il n'existe plus, Willingom. Puisqu'il était temps, la République est fatiguée des résignations. La République ne peut pas être là à se plier aux exigences des petits messieurs. Petit, comment? Parce que quelqu'un qui prend les armes contre son peuple, il ne mérite aucun égard de notre part. Ces offensifs doivent continuer à éloigner les rebelles, jusqu'à les poursuivre même dans leur dernier retranchement. Et cela doit se poursuivre par une discipline. Il ne faudrait pas qu'on nous mène dans un spectacle désolant. Ouais. On récupère un territoire aujourd'hui et demain il repasse encore dans les mains des rebelles. Donc les FRDC doivent prendre aussi conscience du sérieux du problème. C'est-à-dire on a récupéré les territoires, il faut le pacifier et mettre des garde-fous pour que le rebelle ne le reprenne plus. Sinon on a des munitions, on les gaspille et c'est quelque chose qui ne va pas nous avancer. On ne va pas d'emblée se réjouir par juste la mort d'un seul rebelle. Ils y sont nombreux et d'autres sont encore dans l'ombre. Parce que les financements, je ne crois pas que ces gens-là sont financés. Ils se financent eux-mêmes. Tout à fait. Donc il faut mener des enquêtes, approfondir des frappes et vous allez voir que les choses peuvent retourner sur les rails. Alors, M. Muganza, vous avez parlé du triomphe, là, la guerre n'existait pas. Elle existait suite aux infiltrés qui sont déjà dehors. Donc, à quand la victoire maintenant des FARDC? Puisque là, on ne parle pas des récupérations des villes, on parle quand même de la mort juste des quelques officiers. La victoire est certaine, monsieur le journaliste. On a déjà récupéré Ovira, sans faire la Il y a eu guerre. un retrait. Pas par force. Oui, ça, c'est ça pas il faut que je le vous- reconnaître Ouais, aussi. Oui. Ils sont retirés. Ils se sont retirés, ils étaient contraints Tout à fait. pour qu'ils puissent se retirer de la ville d'Ouvira. Avant le retrait des M23 dans la ville d'Ouvira, il y avait aussi un bombardement. En pleine journée, on avait bombardé une réunion stratégique de M23. Après ce bombardement-là, les rebelles se sont retirés eux-mêmes de la ville d'Ouvira. Félix Tshisekedi, notre président de la République, avait tout compris. C'est un prophète. Il savait très bien, à l'état là qu'M23 avait attaqué la République démocratique du Congo, si on avait fait les ripostes de guerre, on ne pouvait pas tenir. On ne pouvait pas. Leur vision là d'atteindre Kinshasa au mois de mars de l'année passée, Ouais. ça pouvait se réaliser. Parce que, je vous dis, il n'y avait pas la guerre. Et tous ces jeunes, presque tous, étaient déjà corrompus. Les retraits d'M23, je vous avais dit aux émissions précédentes, comme ils avaient récupéré les villes sans la guerre, et eux-mêmes seront contraints de libérer les villes sans perdre la vie des citoyens congolais. L'accord de Doha de Washington, la finalité c'est quoi? Il faut que les rebelles se retirent des villes occupées. Et comme ils ne veulent pas se retirer de ces villes-là, ils sont maintenant contraints à des situations qui ne peuvent pas supporter, qui les pousseront de se retirer dans ces villes-là. Après la mort de Willy Ngoma, oui, Willy, ce n'est pas n'importe qui. Porte-parole, c'était un homme de terrain. On prend la ville et à 9h15, 9h20, vous voyez, Willy Ngoma se prononce, je suis à Bukavu, on a déjà récupéré Bukavu. C'est bon, c'est quelque chose à se réjouir, mais pas complètement comme notre juriste avait dit. Nous devons continuer à les contraindre pour qu'ils puissent se retirer d'eux-mêmes des villes occupées. Alors, on sent qu'il n'y a pas le triomphalisme, mais on sent quand même de l'optimisme côté congolais aujourd'hui avec les dénouements sur le terrain. Et quelle suite on donne maintenant au processus? Là, on sent que Washington est vraiment du côté congolais. Il y a des sanctions qui étaient prévues contre le Rwanda. Bon, Kagame est en train de négocier pour qu'il ne soit pas frappé. Et apparemment, il aurait obtenu gain de cause sur ces cas. Il y a Doha. Est-ce qu'on doit continuer à négocier avec les rebelles alors que sur le terrain, ils sont affaiblis? Ou on peut carrément les asphyxier sur le terrain? Vous avez posé une question fourre-tout. Ouais. Donc, elle est embarrassante. Mais je vais essayer parce que vous devez savoir que la peur a changé de camp aujourd'hui. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que stratège sur le plan de la diplomatie, est arrivé à changer les cordes, les violons maintenant
s'accorde avec les États-Unis, qui étaient l'allié de taille de Kagame. Vous voyez? Donc, ce n'était pas facile pour émettre sur les mêmes ondes aujourd'hui. Tous les discours du Congo n'étaient pas écoutés. Tout ce qu'on parlait, c'est comme si ça n'arrivait pas dans leurs oreilles. Et au jour d'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est les chouchous des États-Unis. Donc, quand il arrive, il y a l'ovation. Non, mais on a déjà ovationné Kagame combien lui-même l'a dit. de présidents Vous traitez un président de la République africains comme un enfant gâté. Donc, c'est-à-dire, on a ovationné, je crois que c'est pour la première fois pour un président congolais, ovationné de cette manière-là. Et vraiment, c'était vraiment de l'honneur qu'on a voulu retourner au Congo. Et les Américains ont compris qu'ils avaient vraiment aussi pris beaucoup de temps pour faire mal aux Congolais et même au Congo. Et aujourd'hui, ils doivent aussi faire les mea culpa. Donc voilà, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec toutes les stratégies mises en marche, aujourd'hui, je vous dis, le Rwanda et même les groupes armés sont dans une peur permanente. Parce que déjà, ils commencent à négocier où est-ce qu'ils peuvent aller pour chercher l'asile. Vous savez que lorsque le président américain Donald J. Trump était en train de dire que la guerre est terminée, bon, personne ne pouvait comprendre parce que lui savait où est-ce qu'il devait pousser le bouton pour que la guerre se termine. Et même eux ont déjà compris que la guerre vraiment elle est en train de tendre vers la fin. Okay. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, les rebelles et Kagame sont en difficulté. Aujourd'hui, non plus de bouche. La bouche est fermée. Parce que la bouche, c'est ça, Willy Ngoma. Ouais. Willy Ngoma qui pouvait parler, parce que c'était aussi une guerre médiatique, il faut savoir. Hein. Ouais. Et ça payait cash. Hein. Tout à fait. Mais aujourd'hui, le peuple congolais dort apaisé. Le peuple congolais a remis la confiance au gouvernement congolais, au FARDC, parce que même la stratégie des FARDC a changé. On ne parle plus, on ne filme plus, on travaille. On travaille et nous n'avons que des résultats à récolter. Donc merci. Voilà, je crois que cette guerre, elle tend déjà à sa fin. Et à partir du moment où ils se sont retirés de Uvira, c'était déjà commencé à quitter le point culminant vers le bas. Merci. Donc voilà, ce n'est plus pour longtemps. Nous allons bientôt récupérer notre Bunagana chéri. Voilà, il y a des négociations qui sont donc dirigées du côté des Doha avec la FCM 23, alors qu'on commence à gagner du terrain sur les terrains. Désolé la répétition. Est-ce que les continuent à être pertinents aujourd'hui? Toutes ces négociations s'inscrivent dans le cadre des Nations Unies. Ouais. Ce processus-là, puisque l'envahisseur est sur son sol. Tout à fait. Dans le cadre de l'autodétermination des États, la République se doit de mener, être sur le plan diplomatique et de défendre son territoire. Quoi de plus normal que la RDC, même quand on nous parle de cesser les feux, nous, on n'est pas liés à ces choses-là. Vous demandez un cesser les feux, mais vous prenez nos minéraux, vous les ramenez au Rwanda. Donc, le cessez-le-feu doit être complet, même économique. Vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, nous, on n'est pas liés à ce cessez-le-feu ni à Doha. Parce que la RDC est un État souverain. Elle n'a pas le temps ou de demander à qui que ce soit si elle peut mener une telle opération. Là, nous sommes vraiment dans nos droits et c'est de bon augure que la République démocratique continue à coincer encore les rebelles, puisque même la philosophie des négociations, elle dit quoi? On est négocié avec quelqu'un qui, quand on n'a pas d'autre moyen de les contourner. Tout à fait. Si nous trouvons que nous pouvons contourner ces rebelles avec les drones, nos armes, le processus de Doha, il est le bienvenu, mais on ne s'accroche pas à ça parce que c'est un processus diplomatique. Nous sommes dans des lobbying. L'adversaire peut avoir un lobbying fort que le nôtre et il gagne sur ce plan-là. Donc nous continuons, nous sommes sur les deux fronts, diplomatique et militaire, et c'est dans notre droit de persévérer dans ce sens-là. Et du coup, on va maintenant parler interne, République démocratique du Congo. C'est un dialogue qui est quasi demandé par une certaine opinion en République démocratique du Congo, que les Congolais doivent se parler pour mettre fin à cette guerre, mais également à d'autres problèmes. Il y a
Martin Fayoulou qui parle également de ses prorata. M. Félix Tshisekedi, président de la République, l'a aussi abordé, mais dans un sens où il a conditionné également pour que certains Congolais prennent part et autres. Kabound aussi a parlé. Kabound a parlé. Je crois on peut parler de l'opinion nationale qui s'attend à un dialogue national, intercongolais, où tous les Congolais doivent y prendre part. M. Muganza, est-ce que le dialogue il est toujours pertinent quand on regarde les dénouements, l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC? Quelle est la motivation de ce dialogue? De ce dialogue plutôt. Le président lui-même a dit qu'il faut qu'on se parle. Moi, je ne connais pas la motivation. Ouais. Parce que les rebelles de M23, avant de déclencher cette rébellion ici, est-ce qu'ils ont éclairé la population congolaise? Qu'on a demandé un dialogue au chef de l'État, il a refusé. Les motifs les bien fondés de faire cette rébellion, les rebelles, est-ce qu'ils avaient éclairé à cette population? Ce n'est pas pour jouer les porte-parole de la FCM 23, puisqu'il n'y a aucun Congolais qui peut assumer, mais chacun, quand il y va, il dit que le pouvoir de Kinshasa soit tribaliste, il y a soit des détournements, c'est un peu des prétextes. Est-ce que cela peut créer une rébellion dans un pays démocratique plutôt? Ça, c'est absolument pas. La rébellion n'a aucun fondement. Okay. On peut faire une histoire. La rébellion, par exemple, de M. Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu avait un fondement. Parce que Mobutu s'est éternisé au pouvoir. Il faut les chasser. Il ne voulait pas la pacification de ce pays. Il ne voulait pas la démocratie, je peux le dire, dans ces pays. Mais moi, je me pose la question jour et nuit. Les motivations de cette rébellion, je ne les trouve pas. Si vous dites que le tribalisme, bon, ça c'est tromper la population congolaise. Et disait que c'est le tribalisme. Mais leur maître Kagame, qu'est-ce qu'il avait dit? La rébellion est là pour récupérer notre partie des terres qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Il traque les FDLR. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Mais est-ce que ça n'a rien à voir avec le dialogue? Donc, on va faire ce dialogue-là pour céder notre terre au Rwanda ou bien? Avant de faire... Le dialogue est intercongolais. Ouais. Il pouvait réclamer le dialogue avant même la guerre. Nous éclairer. Par exemple, en 2006, au référendum, lorsqu'on voulait voter la Constitution, si oui ou non, on nous est entré à un référendum, mais M. Etienne Tshisekedi, que son âme repose en paix, avait dit non, ne votez pas cette Constitution. Mais ça a passé d'une manière démocratique. On a voté oui, non, les oui ont primé, et la Constitution est bel bien là, et Etienne Tshisekedi avait accepté parce que la population elle-même s'est rangée derrière cette vérité-là. Oui. Le dialogue, oui, entre les Congolais, mais ce n'est pas un dialogue de blanchir les criminels. Ça, c'est de un. De deux, ce n'est pas ce dialogue-là plutôt qui va nous amener la paix en République démocratique du Congo. Ah, ce n'est pas ce dialogue qui fait... Non, ce n'est pas ce dialogue. C'est la diplomatie du chef de l'État ainsi que la montée à puissance de notre armée, ce qui va pacifier les pays. Ce n'est pas ce dialogue. On a déjà fait combien de dialogues dans ces pays? On n'a tout pas la solution. C'est un détail important. Donc, le dialogue tant demandé n'a pas de vertu de pacifier la RDC. Alors, si c'est le cas, pourquoi en faire un dialogue? Bon, en fait, le dialogue est important au sein d'une nation, d'un pays. Les gens doivent se parler. C'est pas pour rien qu'on parle d'un pays démocratique. La démocratie veut qu'il y ait aussi la liberté d'expression. Mais cela doit se faire dans un encadrement, dans des limites, ce qu'on appelle des garde-fous, c'est-à-dire par les lois du pays. Alors, la loi mère, nous connaissons, c'est la Constitution qui est en vigueur jusque-là. Quand bien même il y a déjà des projets pour soit la modification, soit la révision, etc. Alors, pour ce qui concerne le dialogue, le chef de l'État n'est pas contre le dialogue. Il a accepté qu'on va dialoguer avec des Congolais, parce que le dialogue concerne les Congolais, ne concerne pas les Français ou les Américains. Alors c'est un dialogue qui doit se passer au Congo. Et c'est ce que tous les criminels là, qui se sentent morvés, ces mouches, ne veulent pas venir au Congo parce qu'ils savent qu'on va mettre la main sur eux. Le dialogue ne veut pas dire qu'on va blanchir Saint-Pierre,
Saint-Paul. Non. Le dialogue veut dire la vérité et la réconciliation, mais en s'appuyant sur la base qui est la justice. Ouais. Donc la justice doit faire son travail. Donc c'est ça le vrai dialogue. Alors, ils ne doivent pas nous amener un dialogue où ils doivent venir commencer à discuter sur comment ils vont entrer aussi dans le gouvernement de large union nationale. Non, ça, on n'a pas besoin. Parmi eux, il y a ceux qui sont condamnés. Mais ils ne viendront pas ici pour se faire tous ces condamnés-là sont déjà condamnés. Ce dialogue ne va pas concerner qu'on puisse changer la décision de la justice. S'ils ont ils veulent aller peut-être au niveau supérieur, ils ne doivent que à interjeter appel. Ils doivent interjeter appel pour demander. Ils n'ont plus confiance à la justice. Non, parce que c'est la justice du pays. C'est la justice du pays. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui ne constitue pas le problème, comme ils sont en train de mentir le peuple congolais. Le problème c'est Nanga, le problème c'est Kagame. Le problème sont les autres criminels qui sont à l'extérieur, qui tiraient les ficelles, croyant qu'ils allaient gagner quelque chose, mais ils n'ont gagné que du vent. Alors au jour d'aujourd'hui, ils ont trouvé que tout ce qu'ils avaient comme mauvaise initiative pour perturber la quiétude en RDC, ça a échoué. Maintenant, ils viennent à travers les dialogues, derrière les soi-disant moines, je ne sais pas, moines congolais ou moines bénédictins, je ne sais pas. Monsieur Yannick Koumimba, voilà, la question du dialogue. Tout le monde est d'accord qu'il y ait dialogue, mais sur les faisabilités, il y a certains qui estiment que non, il ne faut pas, d'autres, donc surtout les pouvoirs qui donnent des conditions. Qui doit prendre part au dialogue ou pas? Est-ce que ça concerne tous les Congolais dans le contexte actuel? Monsieur le journaliste, vous devez savoir que le seul cadre de négociation ou de dialogue pour tout État qui s'est dit, soit républicain ou démocratique, c'est le Parlement. Mais lorsqu'on organise les élections, certains s'arrangent à les boycotter pour ne même pas avoir un député. Aujourd'hui, si on décide aujourd'hui de dialoguer avec ces rebelles, avec les autres Congolais qui sont même à l'extérieur, et on décide par exemple de donner au PPRD un premier ministre, il viendra comment? Puisque le premier ministre doit provenir du Parlement. On va faire une union. Ça sera comment? Le seul cadre républicain, c'est le Parlement. On négocie entre Congolais au Parlement. Est-ce que les Congolais sont représentés seulement par 5 individus? Martin Fayou, Joseph Kabila, Délice Sanga, Moïse Katumbi. Non, vous êtes Congolais, je suis Congolais. Mais nous dialoguons déjà entre nous. Moi, je ne vois pas l'opportunité d'avoir... Vous allez voir ces histoires-là, les Congolais, ils visent l'argent, qu'on ne vous trompe pas. Ils savent que pour monter même un cadre de dialogue, ils vont aller négocier même aux États-Unis, à Atlanta. Ils seront logés, ils seront nourris. Pour revenir avec des blocages, ils vont se disputer et ça ne va pas nous avancer. Et aussi sur cette rébellion est soutenue par l'extérieur. Vous allez appeler aussi le Rwanda au dialogue congolais. Puisqu'il faut accepter cette évidence que les rebelles sont soutenus par le Rwanda. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un dialogue qui n'a pas de sens. Si ce dialogue est parrainé même par les églises, moi je leur dirais tout simplement qu'ils nous laissent, nous politiciens, faire nos histoires. Parce que nous nous engageons et nous prenons le risque de tout. S'ils peuvent aider la population congolaise par l'amour de la patrie, ils ont leur chapelle, ils peuvent commencer à prêcher les dimanches et les gens vont comprendre qu'ils aiment aussi ces pays que de nous emballer dans cette histoire. Allez, on va conclure justement cette émission avec cette question par rapport à la relation qu'il y a aujourd'hui, toujours par rapport à la crise à l'est de la RDC entre les évêques de la Senko et Kinshasa, le pouvoir de Kinshasa, qui est donc patronné par le président de la République, Félix Tshisekedi. Depuis le début de cette guerre, de la première agression, la première ville qui est tombée, on a senti que l'Église catholique, via ses évêques et le pouvoir de Kinshasa, ne parlaient pas les mêmes langages. Comment a-t-on arrivé là, M. Muganza? 2 minutes à chacun, comme ça on va prendre la rubrique carton. Les évêques catholiques, je ne sais pas, ils veulent quoi? Ils se rangent derrière qui? Ils veulent la paix, selon eux-mêmes. La paix où? En s'arrangeant derrière les rebelles, un évêque, l'église doit être au milieu du village. Nous regrettons... On est à la télé, hein. On ne va pas dire des choses sans preuve, puisqu'il y a sans preuve, mais les évêques avaient fait une descente dans la ville de Goma occupée par les M23. Toujours dans les soucis de... Quel souci? Faire aligner les lignes. Hein. La ville est occupée par les rebelles.
à part les évêques congolais qui ont eu cet accès de quitter librement dans cette vie sans être inquiétés. Donc, derrière là, vous allez comprendre que les évêques, c'est eux qui soutiennent aussi la rébellion. Alors, attention avec les déclarations. Les évêques étaient là dans les soucis d'une médiation, d'établir les contacts. Ils étaient envoyés par qui? Les évêques eux-mêmes réclamaient que notre transport est assuré par le Rwanda, notre logement est assuré par le Rwanda. Non, ils ont dit qu'il y a les donateurs. Il y avait des donateurs. À cette époque-là, messieurs les journalistes, c'est les évêques eux-mêmes qui disent que notre transport est assuré par le Rwanda. Les logements, on va aller partout à Washington pour chercher la paix, mais nous sommes soutenus par les Rwandais. Bon, ils cherchent quoi? Donc les évêques, si les évêques veulent assez qu'on puisse céder notre portion de terre au Rwanda, parce que si c'était les évêques congolais qui veulent la paix en République démocratique du Congo, ils pouvaient d'abord négocier avec le gouvernement congolais pour faire sortir mais les pays. il y a une certaine méfiance, vous méfiez d'eux. Non, vous ne pouvez pas ni être ni chaud ni froid. Vous venez auprès du président de la République, mais vous avez votre cartouche derrière vous. Nous connaissons tout ce qui se passe, notre pays est numérisé. Tout ce que vous parlez, on connaît chacun à partir de ses œuvres. Les évêques n'aident pas la République démocratique du Congo. Les évêques d'aujourd'hui. Si j'étais catholique, je pouvais quitter même cette église. Si notre gouvernement avait une décision, on pouvait me fermer la porte de ces églises-là. Nous sommes déçus et désolés par les comportements de ces évêques. Qu'ils enlèvent leurs robes là et qu'ils portent vos toges. Les toges là des hommes politiques. Ce ne sont plus des évêques, ce sont des politiciens. C'est tout. Merci. 40% de la population congolaise est catholique. Il faut aussi rappeler que Fridolin Ambongo avait fait... La RDC est un État laïque. Tout à fait, ouais, Oui, c'est juste un pour État dire laïque. que c'est trop compliqué Donc, qu'on ferme 40%, c'est vraiment une grande partie. Et Fridolin Ambongo, il a fait également une visite du côté de l'Est. Au début de cette guerre, il dénonçait la balkanisation. Donc, on ne peut pas dénoncer quelque chose concret. Monsieur Mbouyi Makolo Patrick, comment vous voyez cette méfiance entre les pouvoirs et l'Église catholique? Ça croît alors que c'est quand même l'IDPS et l'Église catholique qui manifestaient ensemble en 2016, on s'en souvient encore. Vous savez, les violons ne peuvent pas s'accorder entre le jour et la nuit. Voilà. Vous voyez? Donc, entre le jour et la nuit, les violons ne peuvent pas s'accorder. Il faut savoir que les évêques n'ont pas commencé à jouer leur mauvais jeu là aujourd'hui. C'est depuis les animateurs des institutions d'appui à la démocratie. Vous savez que les évêques nous avaient dribblé. Il y a même un pasteur là qui a maudit Nanga pour dire qu'il savait les jeux qui s'étaient passés là-bas pour qu'on arrive à placer Nanga là-bas. Nanga ne méritait pas d'être là-bas. Donc, ils ont toujours des combines, ils ont toujours des choses. Et ils se retirent toujours. Donc, comme vraiment, Kadima, ce ne sont pas des hommes de confiance. Il ne faut jamais faire foi à ces gens-là. À ces gens-là. Donc, malgré leur soutane, c'est du faux. C'est du faux. Alors, qu'ils enlèvent ça, comme j'appuie ce que mon frère dit, qu'ils appuient. Parce que ça, c'est la simple distraction. D'ailleurs, si moi j'étais au pouvoir, je pouvais demander que ces gens-là commencent à porter les habits comme tout le monde, au lieu de se cacher dans les soutanes. Alors, je voulais dire que pour la RDC, il faudra que les évêques contribuent au développement de la RDC, contribuent à la recherche de la paix, pas de la manière dont ils font. Ils sont allés bénir les rebelles à l'Est, j'ai vu, ils imposaient les mains, recevaient la bénédiction, courage, continuez, prenez les villes. Mais j'ai vu, Nanga aujourd'hui n'est plus à mesure de pointer. Maintenant, le programme, c'est nous allons prendre Kisangani, nous allons prendre Kinshasa. Je ne vois plus, il ne fait que pleurer. Oh, nous sommes les hommes de paix. Toi, tu peux être un homme de paix pendant que tu as pris les armes, tu as occupé des villes d'un pays, tu es un criminel. Mais il se permet de dire non, c'est le gouvernement Kinshasa qui est criminel. Donc, voilà, donc c'est la folie. Et quand les évêques soutiennent des choses comme ça, il n'y a pas moyen de leur faire confiance. Ce que font les évêques, c'est demander un dialogue qui doit réunir en fait tous les Congolais. Je crois que c'est leur démarche officiellement et c'est tout ce qu'on peut dire jusqu'ici. Monsieur le journaliste, pourquoi vous pensez être
vous pensez qu'ils sont contre la nation alors qu'ils sont quand même pour la nation depuis qu'on connaît cette église? Tel n'est pas mon propos. Moi, par ma petite expérience politique, je les vois venir. Leur jeu est tellement clair, c'est de faire revenir sur scène les acteurs politiques en perte de vitesse. Oui. C'est ça le problème. Demander qu'on arrête les charges pour ceux qui sont condamnés, ceux qui sont partis en exil, forcés par eux-mêmes qu'ils reviennent. Comment quelqu'un peut forcer son exil? Si vous quittez le pays, on ne vous a pas assigné par la justice aucun mandat et puis vous dites qu'on vous a contraint à l'exil. Nous disons que c'est très faux. Et c'est le rôle. Ils sont sous-traités par ces gens-là. Ces gens-là ont beaucoup d'argent. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ils ont sous-traité nos évêques. Oui. Vous savez que l'argent, c'est très compliqué avec les histoires d'argent. Et ces gens-là ont reçu mission de retourner sur scène ces acteurs-là en perte de vitesse. Voilà. Et il ne faut pas tomber dans leur jeu. Là. Leur donner les béquilles. Il ne faut pas tomber dans ces petits jeux-là. S'il faille négocier, nous avons le Parlement, vous avez une loi à proposer. Vous avez un cadre républicain destiné pour tout Congolais. Même vous, tel que vous êtes là, monsieur le journaliste, vous avez une proposition sur les médias. La Constitution vous reconnaît d'écrire au bureau de l'Assemblée nationale. Même si vous n'en avez pas mandat. C'est possible. Voilà, merci. On va finir rapidement une minute. Chacun donnera son carton sans transition avec vous, monsieur Muganza. Avant de donner mon carton, je voulais vous dire une chose, messieurs les journalistes. À l'église catholique, il y a ce qu'on appelle l'excommunication. Nanga, c'est un fidèle catholique. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été excommunié. Malgré ses forfaits. Il a même reçu la bénédiction. La bénédiction des évêques de Lubumbashi. Merci beaucoup. Je donne le carton rouge à M. Willy Ngoma. Que le malheur les poursuit jusqu'à l'enfer. Que le malheur les poursuit jusqu'à la fin. Que la terre lui soit chaude. Donc il a commis des péchés impardonnables. On est africain. Non. Ça, c'est comme ça. En fait, je donne le carton vert au FARDC et surtout à ce Congolais FARDC-là qui a finalement bien ciblé l'élément nuisible, la force de nuisance, la force obscure, représentée par Willy Ngoma et Nanga et Kagame. Donc, c'est-à-dire un élément de taille est tombé. Donc, ils se sentent déjà diminués, ils sont déstabilisés. Merci. Je crois que le prochain tour, ça peut être Nanga ou ça peut être Kagame, tout est possible. Merci. Monsieur Yannick. Moi, je donne un carton jaune d'avertissement au gouverneur intérimaire de la ville du Haut-Katanga plutôt. Parce que j'ai fait un tour à Likasi. Toutes les routes sont abîmées. Dans 6 mois. Je vous dis, ce n'est pas possible. On dirait que la province n'est plus gouvernée. Il y a la continuité de l'État. Donc, vous devez quand même vous assumer. Malheureusement, c'est à la fin. Prochaine séance. Merci à vous. Allez, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Ok.